Washington se dit désormais favorable à la présence de 2 pays africains au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Pourquoi ? Quel pays pourrait-il être sélectionné pour remplir cette mission ? Mais pourquoi les pays africains présents au Conseil de sécurité de l'ONU n'auront pas le droit de décision et seront des exécutants ? Eh bien, on en parle avec nos invités. Docteur Sango, vous êtes avec nous. Bonjour et bienvenue. Quelle lecture de cette sortie des États-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU qui estime aujourd'hui qu'il faut absolument 2 sièges pour des pays africains? Bonjour, bonsoir Madame Cassandra et bonsoir également à mes co-discutants. Je pense que la problématique que vous mettez sur la table aujourd'hui mérite, n'est-ce pas, d'apporter des réponses aussi millimétrées compte tenu du contexte que nous traversons aujourd'hui dans le monde. Pourquoi est-ce que Washington se porte aujourd'hui en porte-parole des États africains au Conseil de sécurité des Nations Unies? Il faut tout simplement dire que c'est justement parce que Washington se sent bousculé sur les multiples plans, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan politique et même sur le plan géopolitique. Ce que j'ai souvent tendance à d'appeler la défractation des pôles de centralité sur le plan international n'est pas une illusion, ce n'est pas une chimère cinématographique. Aujourd'hui, le contexte est ce que nous voyons aujourd'hui. Washington est en passe de devenir aujourd'hui la 2e, voire la 3e puissance économique. C'est-à-dire le rôle du gendarme que Washington a joué juste après la guerre froide et avant la chute du mur de Berlin est en train de s'effriter aujourd'hui. Le monde est en train de s'orienter vers un autre paradigme qui est de plus en plus porté par la multipolarité. Donc, on ne saurait aujourd'hui concevoir les défractations de Washington tant sur le plan interne que sur le plan international en dehors de ce contexte géopolitique et voire même géoéconomique. Washington aujourd'hui n'a presque pas le choix. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que Washington est en train de miroiter aux Africains une sorte, n'est-ce pas, une sorte de cour, comme on fait souvent la cour à une femme. Parce que l'Afrique, aujourd'hui, est le pôle de centralité à partir, n'est-ce pas, duquel cette défractation des pôles de centralité va s'opérer sur le plan international. Alors, il faudrait donc qu'on analyse cette façon de faire de Washington. Si Washington se positionne donc aujourd'hui comme porte-parole de l'Afrique au Conseil de sécurité, il faut donc dire, par voie de conséquence, qu'en réalité, ce n'est pas un porte-parole qu'il faut, n'est-ce pas, essayer d'en faire confiance. Il faut savoir que Washington pose des pareilles actions justement parce qu'il veut obtenir un intérêt sur le plan international. Donc les Africains aujourd'hui doivent être tellement vigilants et ne pas tomber dans ce piège qui consiste à croire que avoir 2 pays au Conseil de sécurité est une bonne chose compte tenu de la puissance du continent africain, compte tenu de la défractation des pôles de centralité que nous voyons sur le plan international aujourd'hui. Donner 2 sièges au Conseil de sécurité comme membre permanent du Conseil de sécurité sans droit de veto, ça ne veut absolument rien dire. Donc aujourd'hui, nous voyons que les réformes que nous avons toujours demandées sur le plan international et fondamentalement dans cette institution qui est, n'est-ce pas, le haut lieu du rendez-vous du multilatéralisme, sont aujourd'hui presque irréversibles compte tenu, n'est-ce pas, du déplacement de la puissance que nous voyons sur le plan international. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on saisisse cette occasion. Il ne faudrait pas que Washington fasse ce que j'appelle souvent des réformes superficielles qui ne vont presque rien servir à l'Afrique. Et vous savez que d'un point de vue historique, c'est toujours comme ça que Washington a toujours procédé avec son allié qu'on appelle la France dans cette défractation sur le plan international en ce qui concerne le continent africain. Chaque fois que le continent africain avait revendiqué quelque chose, Washington avait toujours proposé une chose qui ne participait pas à apporter une solution définitive. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas tomber dans ce piège des réformes superficielles. On doit insister pour que la réforme qui doit s'opérer au sein des Nations Unies doit être une réforme
équitable. Parce qu'il faut rappeler, et je sortirai par là, que les Nations Unies aujourd'hui, c'est une association des États indépendants. Or, lorsque vous vous mettez en association, lorsque vous signez un traité à travers, n'est-ce pas, une association, la moindre des choses, c'est d'abord le principe, n'est-ce pas, de l'égalité des membres qui se mettent autour de ce traité-là. Donc, il est donc incongru et inconcevable à l'intérieur des Nations Unies, qu'on ait des États puissants et des États impuissants, c'est-à-dire des États qui ont des droits, j'ai envie de dire des super droits, et d'autres qui n'en ont pas. La réforme qui doit se faire aujourd'hui est une réforme qui voudrait qu'un État, une voix, voire un État, un droit de veto. Il n'est plus question de se donner des privilèges et de délaisser les autres sur le plan international. Donc je sors en disant que cette réforme-là, il faut, n'est-ce pas, la dénoncer. C'est une réforme qui intervient dans un contexte où Washington n'a presque pas de choix. Il faudrait donc que cette réforme se passe de manière, n'est-ce pas, normale pour que le monde se restructure autour donc des équilibres qui fondent, n'est-ce pas, le principe de la souveraineté des États sur le plan international. D'accord, merci infiniment Dr Sango pour cette première lecture. On va retrouver Yves Bouka à présent qui est avec nous. Alors cette réforme, comme Dr Sango le disait déjà tout à l'heure, a été annoncée par Linda Thomas-Greenfield, l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies. Celle-ci estime que les sièges qu'occupent déjà les pays africains, puisque ce sont des sièges d'élus, ne permettent pas aux pays du continent africain de faire valoir leur voix, mais quand même, au nom des États-Unis, estime que le droit de veto ne saurait être accordé à tort et à travers au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Yves Bouka, est-ce que c'est une façon, une fois de plus, d'infantiliser les pays africains ou alors les présidents africains, comme certains observateurs avertis de la scène panafricaniste ont souvent l'habitude de le dire, ou c'est une réponse aux requêtes nombreuses des Africains, à savoir le président Macky Sall, par exemple, à l'époque président en exercice de l'Union africaine? Écoutez, Madame Bégoudé, cette question qui est une thématique importante au regard du contexte géopolitique international, d'accord, au moment où l'Afrique est au cœur des enjeux et au centre des enjeux donc, géopolitiques et géostratégiques des grandes puissances, c'est une question qui est très, très pertinente. Déjà, le Conseil de sécurité, c'est quoi? Il est important de bien situer effectivement la question dans son contexte. Le Conseil de sécurité, c'est l'organe essentiel des Nations Unies qui a en charge le maintien de la paix, la sécurité et les questions liées effectivement à tout qui tourne autour de ces deux paramètres-là. Donc, pour bien comprendre effectivement le caractère, j'ai envie de dire, fondamental de cette question, il faut bien sûr que nous puissions dégager effectivement les différents rôles que cet organe joue au sein du Conseil des Nations Unies, mais également dans la conduite des relations internationales. D'accord? Alors, on peut qualifier effectivement cette proposition d'avancée, entre griffes. D'accord? Parce que jusqu'à date, le Conseil de sécurité des Nations Unies était composé de 15 membres. On a 5 membres permanents qui ont le droit de veto. Il s'agit donc des États-Unis, de la Russie, de la Chine, de la Grande-Bretagne et de la France. D'accord? Et 10 membres non permanents qui sont élus par l'Assemblée générale. D'accord? Et parmi ces 10 membres non permanents, on a de temps en temps des pays africains qui, effectivement, qui sont parmi ces pays-là. D'accord? Donc maintenant, aujourd'hui, par rapport à cette proposition des États-Unis, on pourrait penser qu'il s'agit d'une avancée. Mais quelle est la valeur ajoutée de cette proposition? Si ces pays africains qui sont proposés à devenir les membres permanents du Conseil de sécurité n'ont pas de droit de veto, parce que le droit de veto, c'est l'essence même de ce Conseil de sécurité. C'est ce qui donne à ce Conseil de sécurité toute son importance. D'accord? Parce que c'est celui qui permet aux grandes puissances qui siègent là-bas en tant que membres permanents de pouvoir défendre leurs intérêts. Si les Africains ou les pays africains siègent là-bas en tant que membres permanents, mais n'ont pas le droit de veto qui leur permettra de défendre leurs intérêts, en fait, moi personnellement, je ne vois pas la pertinence d'une telle proposition.
surtout dans le contexte actuel où l'Afrique est attaquée par les proxys terroristes de l'OTAN, d'accord. On a le cas donc, des pays de l'AES, le Mali, le Burkina, le Niger, qui, dans une situation comme celle-là, auraient bien besoin effectivement d'un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies avec un droit de veto pour pouvoir défendre leurs intérêts. Il n'y a pas si longtemps, le Mali avait déposé une plainte contre la France sur la table du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais cette plainte aujourd'hui, elle est restée lettre morte parce que simplement, parmi les 5 qui ont le droit de veto, aucun n'a jugé utile effectivement de donner une suite à cette plainte. Or, si un pays africain, comme le Mali par exemple, ou bien le Burkina, ou bien le Niger, ou un tout autre pays effectivement siégeait à ce Conseil de sécurité et avait un droit de veto, je pense que l'issue de cette plainte serait certainement différente. Donc aujourd'hui, comme a dit Dr Sango, je suis totalement d'accord avec lui, c'est une infantilisation parce qu'en fait, c'est un pas devant et puis on recule de 2 pas. On ne peut pas demander à un pays d'être membre permanent du Conseil de sécurité sans avoir le droit de veto. Ça n'a aucun sens. Parce que c'est le droit de veto qui fait du Conseil de sécurité ce qu'il est aujourd'hui. D'accord? Donc, de mon point de vue, c'est clair que pour moi, c'est de la poudre aux yeux que les Américains veulent balancer au visage des Africains, simplement pour donner l'illusion d'une avancée qui va dans le sens des revendications qui ont toujours été faites pour réformer cet organe, donc l'ONU, qui en réalité a toujours été un instrument aux mains des grandes puissances pour défendre leurs intérêts. D'accord? Donc, personnellement, voilà comment je vois la chose. Et s'il faut aller un peu plus loin dans l'analyse, aujourd'hui, par rapport à ce que je pense effectivement de cette proposition, il est important de préciser qu'aujourd'hui, si les Américains en viennent à faire ce type de proposition, d'accord, même si derrière on voit que c'est effectivement en trompe-l'œil, mais c'est parce qu'ils sont acculés, comme a dit Dr Sango. Je partage pleinement cette position au regard du changement des rapports de force à l'échelle internationale qui font que le centre du monde est en train de se déplacer. Il est en train de se déplacer. Aujourd'hui, le centre du monde n'est plus au niveau atlantique qui faisait que les États-Unis et l'Europe occidentale étaient le centre du monde. Maintenant, on est en train de partir vers un centre du monde qui va désormais mettre la Russie et les pays d'Asie au centre du monde. D'accord? Avec le rapprochement stratégique entre la Chine et la Russie. Donc, et l'Afrique qui a bien compris effectivement son intérêt à se rapprocher de ce bloc-là et de plus en plus tenter de rejoindre ces pays. Et ce qui fait que les Occidentaux, et les États-Unis en l'occurrence, sentent que tout l'édifice qu'ils ont bâti pour on va dire, se donner cette puissance qu'ils ont au niveau diplomatique international est menacé de s'écrouler. Il est menacé de s'écrouler, surtout que de l'autre côté, on a les BRICS qui sont en train de monter en puissance et qui ont d'ailleurs dans leur projet l'idée de mettre en place effectivement une organisation internationale pour préserver la paix globale, d'accord, la paix mondiale, sur le modèle onusien. Donc les Américains se sentent menacés, ils sont dos au mur, d'accord. Voilà pourquoi en fait ils n'ont pas le choix que de faire ce qu'ils font, mais en réalité les Africains doivent garder la tête froide pour comprendre que là c'est en trompe-l'œil parce que les Occidentaux vous sortez par là. Oui, vous sortez par là, Yves Bouka. Voilà, donc je vais chuter par là. Donc les Occidentaux n'ont jamais compris qu'il fallait, on va dire, maintenir, faire en sorte qu'il y ait sur le plan international une certaine équité, d'accord. Ils ont toujours voulu tirer tout de leur côté. Donc aujourd'hui, cette posture est en train de les rattraper. Les pays africains ont compris qu'ils n'ont pas d'intérêt avec ces gens-là, d'accord. Donc c'est la raison pour laquelle les Américains, pour essayer de rattraper ce qu'ils ont perdu ou ce qu'ils sont en train de perdre, font ce genre de propositions pour essayer de se donner une bonne conscience et faire en sorte que, en fait, les choses soient maintenues dans une espèce de statu quo.
Merci infiniment. Chez Elou Lawson, sur la scène internationale, aujourd'hui, les rapports de force sont en train d'être inversés. La multipolarité, elle tente de prendre place petit à petit. Aujourd'hui, les États-Unis semblent complètement vouloir se rattacher ou alors s'accrocher à une relation avec les pays africains. Pensez-vous qu'il s'agit là d'une façon de brandir à l'Afrique un amour ou encore une considération qui n'existe peut-être pas, mais aussi, deuxième volet de la question, s'agirait-il d'une façon aussi de berner les États africains d'une certaine manière au travers de cette proposition, on rappelle, de sièges permanents au sein du Conseil de sécurité comme des décideurs, et pourtant ceux-ci n'auront jamais le droit de veto. Merci Madame Begoudé pour la question. Je voudrais saluer tous les copanélistes et aussi tous les panafricanistes branchés à cette émission. La question que vous posez est une question qui a toute son importance et également qui pose fondamentalement, je dirais, la quadrature du cercle sur ce débat sur lequel les Africains doivent avoir une pensée claire, une pensée limpide, une pensée assez pointue. Je pense que d'emblée de jeu, si je dois planter le décor, l'approche réformiste dans laquelle je dirais, s'impliquent certaines analystes me paraît à ne pas être à la hauteur de la situation. À l'approche réformiste, j'oppose fondamentalement l'analyse, en tout cas une rupture épistémologique par rapport aux propositions qui sont faites sur le sujet. D'abord, comprenons-nous le débat en posant, justement, en convoquant l'historicité de cette organisation, son rôle et également son bilan. À partir de là, on sera peut-être plus outillé pour se positionner sur l'approche réformiste ou l'approche que j'appellerais l'approche de rupture. Il s'est agi d'une violence, d'un conflit mondial que l'ancêtre de l'ONU n'a pas réussi, n'est-ce pas, à éviter. La SDN, la Société des Nations, à la fin de la Première Guerre mondiale, n'a pas réussi justement à éviter la Deuxième Guerre mondiale. C'est ce qui a amené à constater la caducité de la SDN et donc à réinventer une nouvelle organisation qui s'appelle l'ONU en 1945, qui s'est fait que les vainqueurs de ce conflit mondial se sont arrogés, n'est-ce pas, le pouvoir de décision et ont créé une architecture de domination mondiale d'hégémonie anglo-saxonne, puisque au Conseil de sécurité, comme l'a évoqué les panélistes, les États-Unis se sont donné le droit, se sont octroyés un droit de veto parce qu'ils sont gagnants de la Deuxième Guerre mondiale. À leur côté, la Grande-Bretagne, qui visiblement a perdu cette guerre, mais grâce aux États-Unis, censés sortir contre les attaques allemandes. Et enfin, ils se sont arrangés à inviter à la table un perdant de cette guerre, mais qui disposait d'un empire colonial dont les richesses devaient servir à soutenir le système capitaliste, et donc je fais référence à la France. Et donc devant eux, il fallait quelque part, c'est déjà positionner une forme d'inégalité au sein de ce conseil, puisque la Russie aussi qui était vainqueur, l'URSS qui était vainqueur de cette guerre, plus la Chine. Et ces 5 pays, grands pays, avaient donc pour devoir, pour mandat, n'est-ce pas, de gérer la paix et la sécurité mondiale. Donc le rôle de l'ONU, bien évidemment, est de s'assurer, n'est-ce pas, de la paix mondiale, d'éviter les conflits, de discuter les grandes questions liées à l'urgence climatique, à la résolution des conflits et surtout la lutte contre les inégalités et la promotion des objectifs de développement et de paix sociale. Alors, si après 80 ans, cette organisation est vieille aujourd'hui, elle a 80 ans, elle va avoir 80 ans en 2025. Et quand on jette un regard rétrospectif sur le bilan, Madame Begoudé, nous avons décompté de 150 à 250 conflits régionaux et mondiaux. Donc l'ONU, visiblement, a échoué à éviter les conflits mondiaux. Le dernier conflit aujourd'hui qui tue, n'est-ce pas, les Palestiniens, c'est le conflit de Gaza, où on voit plus de 11 000 enfants massacrés, et l'ONU est complètement, je dirais, hébétée et n'est incapable de poser
aucune action qui puisse mettre fin à ce conflit. Toutes ces résolutions ont été bloquées par les États-Unis. Le conflit ukraino-russe également est là pour démontrer l'échec cuisant de l'ONU. Alors devant cette situation, nous parler encore de réforme de cette organisation semble quelque part se moquer de l'intelligence des Africains. Alors les États-Unis veulent préserver dans ce qu'on appelle le déplacement des plaques tectoniques d'un monde unipolaire vers un monde multipolaire, veut préserver son acquis, son pouvoir, le fait que cette organisation devienne levier dans ses mains, qu'il ne respecte pas, parce que quand il faut passer, quand il faut dépasser les résolutions de l'ONU à aller faire la guerre, que ce soit la guerre en Irak ou la guerre en Afghanistan, eh bien les Américains n'hésitent pas à sortir des cadres de l'ONU. Mais quand ça peut les aider, eh ils utilisent l'ONU pour atteindre leurs objectifs. Donc l'ONU est devenu un instrument dans les mains de l'impérialisme anglo-saxon, de l'impérialisme de l'OTAN pour pouvoir organiser le chaos en fonction de leurs intérêts. Donc l'Afrique a subi cet impérialisme, et toutes les guerres sur le continent africain, avec toutes les missions de l'ONU, n'ont pas réussi justement à éteindre ces foyers de tension. Donc aujourd'hui, si on propose 2 postes à l'ONU, aux Africains, c'est un piège. Un piège d'abord parce que l'Afrique n'a pas réussi aussi à faire son unité pour pouvoir parler d'une seule voix. Et donc 2 postes supposent déjà que l'Afrique va se diviser en 2. Une Afrique qui va peut-être s'aligner sur les intentions de l'Occident, de l'OTAN, et une partie de l'Afrique qui va vouloir suivre, n'est-ce pas, les 2 grands puissants qui s'opposent à l'hégémonie anglo-saxonne, la Russie et la Chine. Et donc, on n'a rien résolu. On est dans ce qu'on appelle la théorie à jeu nul. Parce que vous ajoutez 1, vous retranchez 1, finalement, vous n'avez rien ajouté à la fin. Donc, il me semble, et c'est là peut-être qu'il va falloir aller vers cette proposition, en tout cas notre approche qui est l'approche de rupture, convoquer l'aggiornamento, n'est-ce pas, de l'Organisation mondiale, tenir compte du contexte de mouvement des plaques tectoniques surtout, où le curseur se déplace à l'est, et également tenir compte de la démographie mondiale aujourd'hui, où la Chine, en tout cas les BRICS et l'Afrique forment pratiquement 60% de la population mondiale. Donc de ce point de vue, tous ces éléments mis en place font aujourd'hui qu'il faut réinventer une autre organisation. Il faut constater l'échec de l'ONU, il faut constater son fiasco et tout simplement réinventer une organisation qui épouse l'évolution, qui épouse la redistribution des pondérations géopolitiques dans le monde, qui épouse également le fait que le monde doit évoluer par rapport à des règles plus justes, plus équitables, et faire en sorte que ce qu'on a maintenu dans le sous-développement, dans l'exploitation, dans le génocide et dans toute forme de discrimination, n'est-ce pas, ces nouvelles populations, ces pôles, n'est-ce pas, de développement aujourd'hui émergents doivent également avoir leur place au chapitre. Et donc, la nouvelle organisation doit repenser le cadre de gestion de la géopolitique mondiale. De ce point de vue, l'ONU ne peut pas le faire. Nous pensons absolument qu'il faut une nouvelle organisation. Et là, les États-Unis ne peuvent pas se prévaloir de leur droit, n'est-ce pas, d'avoir gagné la Deuxième Guerre mondiale, d'avoir lancé 2 bombes sur Hiroshima et Nagasaki pour pouvoir avoir ce pouvoir et s'appuyer également sur l'autre levier qui est le dollar pour pouvoir continuer par faire prévaloir le pouvoir du lion sur le monde. Il me semble qu'il va falloir tourner cette page. Les centres, de toute façon, se tournent avec la volonté d'émergence des BRICS et du monde multipolaire. Merci à vous, Sheikh Lawson, docteur Songo. Algérie, Égypte, Afrique du Sud, Nigeria ou encore Zimbabwe et Soudan sont des pays aujourd'hui très proches des BRICS pour la plupart. Certains sont des adhérents potentiels. Alors, pensez-vous, docteur Songo, qu'il s'agit là pour les États-Unis une façon de contrecarrer ce rapprochement qui existe aujourd'hui entre les BRICS et les pays africains? On parlait tout à l'heure des rapports de force qui semblent s'inverser totalement. Est-ce que c'est une manière de garder la main mise sur les États africains? Alors on rappelle que peut-être parmi les pays qui sont vus en pole position pour occuper ces 2 sièges permanents au sein du Conseil de sécurité, on a par exemple le Sénégal, on a le Nigeria, l'Afrique du Sud, pour ne citer que cela. Oui, je pense que la remarque que vous faites est légitime. Elle est légitime parce qu'aujourd'hui, il faut analyser les défractations des puissances sur le plan international, essentiellement sous
le prisme des rapports de force. Le prisme des rapports de force qui voudrait qu'aujourd'hui, les États sont en train de chercher, n'est-ce pas, la puissance sur le plan international, dans un contexte marqué par des nouveaux facteurs, dans un contexte marqué par l'émergence des nouveaux pôles sur le plan mondial. Donc aujourd'hui, Washington, conscient de cette réalité-là, est en train d'user de ses stratégies, d'accord, économiques, voire même géopolitiques, pour ne pas dire politiques, pour fragiliser ce qui se présente de plus en plus comme un contre-pouvoir à leur puissance qui était jusque-là implémentée dans le système international. Et lorsque je parle de l'émergence des pôles de puissance ou alors des nouvelles puissances, il y a bel et bien ces BRICS aujourd'hui sur le plan international qui se présentent comme une alternative ou du moins comme une menace à la puissance des États-Unis. Or, ces BRICS-là, en réalité, qu'est-ce qui fait leur force? Les BRICS, en réalité, ce qui fait la force de cette institution, c'est d'abord l'idéologie partagée qu'elle véhicule, qui est de plus en plus embrassée par les États qui ont été délaissés à travers le monde et qui ont été victimes de cette domination unilatérale des puissances occidentales en collaboration avec les Nations Unies. C'est pourquoi derrière les BRICS se cache donc la majeure partie des États africains. Parce que vous savez que parmi les États qui ont été victimes de cette domination unie et de l'unilatéralisme américain, figurent bel et bien les pays africains. Donc aujourd'hui, les pays occidentaux, les États-Unis sont en train de fragiliser les BRICS. Et en polémologie, c'est-à-dire en science, à la science, n'est-ce pas, de l'étude de guerre, on appelle ça de très bonne guerre. Parce qu'en réalité, au même titre que les BRICS travaillent pour fragiliser la puissance américaine à travers les mécanismes tels que la dédollarisation, du côté des États-Unis également, c'est leur droit de travailler aussi pour essayer de contrecarrer, ou si vous voulez, mettre aussi en difficulté les BRICS. Donc l'enjeu des États-Unis, c'est quoi? C'est d'essayer de recapter l'adhésion des puissances africaines. C'est-à-dire, c'est d'essayer de montrer aux États africains aujourd'hui une sorte de bonne volonté qui pourrait permettre à cette puissance américaine de reprendre son positionnement sur le plan international et de tourner le dos radicalement à cette institution émergente qui est une menace pour les États-Unis, à savoir les BRICS. Donc voilà sous quel angle il faut lire les choses aujourd'hui. Mais est-ce que les Africains vont se laisser amener dans ce jeu de bataille de positionnement au détriment de leur intérêt qui serait de se mettre ensemble pour demander la bonne réforme au niveau des Nations Unies? C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Alors, pour ce qui me concerne, concerne, je vous entends, mais je vous relance rapidement. On a pour l'instant une sortie déjà d'un chef de l'État. Il s'agit de celle du président Paul Kagame qui se dit très favorable à cette posture des États-Unis qui défendrait les intérêts des pays africains en voulant octroyer à 2 pays du continent africain, au-delà des 3 sièges, on le sait, qui sont rotatifs déjà au sein du Conseil de sécurité, à des pays africains. Oui, c'est justement ce qu'il faut éviter. C'est justement ce que nous sommes en train de dénoncer. Mais que malheureusement, l'Afrique est en train de retomber dans ce même piège, d'accord? Paul Kagame, vous connaissez, c'est le président du Rwanda, vous connaissez son jeu et sa position quant à ce qui concerne la panafricanisation de l'Afrique, d'accord? C'est quelqu'un qui n'est pas du tout favorable à ce que l'Afrique se mettent ensemble et parlent avec unanimité et univocité quant à ce qui concerne les problématiques internationales. Donc c'est ce mal qui a toujours caractérisé l'Afrique et qui risque encore de faire défaut aujourd'hui dans un contexte où les Nations Unies veulent leur miroiter quelque chose qui va jouer à leur défaveur. C'est ça le problème. Parce que le mal congénital du continent africain, c'est sa balkanisation. C'est le fait que ce continent a toujours brillé par des divergences idéologiques, par des divergences de positionnement, par des divergences sur des problématiques qui concernent le continent sur le plan international. Donc, de la même manière que Kagame s'est prononcé là aujourd'hui, il y aura d'autres qui vont suivre ce dernier parce que
les positionnements, l'idéologie au continent africain n'est pas encore homologuée, n'est pas encore immuable. Il y a encore des divergences qui malheureusement font mal au devenir du continent africain. Mais je pense qu'au regard des enjeux, au regard du contexte, il n'y a pas lieu de désespérer. Parce que si Washington se trouve à prendre de pareilles positions au niveau des concerts des nations, c'est-à-dire des Nations Unies, c'est justement parce qu'il y a déjà des choses qui s'opèrent sur le plan territorial africain. Il y a certains chefs d'État qui sont en train de comprendre aujourd'hui l'enjeu de travailler, n'est-ce pas, pour se mettre ensemble. Même si ces chefs d'État sont minoritaires, ils ont l'avantage du contexte, mais aussi et surtout l'avantage de la population, de l'éveil de la population qui aujourd'hui n'est plus facilement malléable au jeu des intérêts de certaines puissances. Donc moi je pense qu'il n'y a pas lieu de désespérer. Il faut tout simplement continuer dans cette dynamique-là. Parce que Washington, en prenant cette position, montre sa faiblesse, montre qu'en réalité, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que nous connaissons les positions de Washington sur le plan historique. Et le co-panéliste Washington et Lawson a très bien fait de rappeler l'historique de cette organisation, de rappeler le bilan de cette organisation qui est totalement morose et négatif. À partir de ce moment, on comprend qu'aujourd'hui, en se comportant comme ce pays-là est en train de se comporter aujourd'hui en faveur des États africains, on doit comprendre que c'est non seulement un aveu d'impuissance, mais un indicateur qui montre que les États africains sont en train de travailler pour échapper à cette domination américaine, voire à cette influence occidentale en Afrique. Et ce que je suis en train de dire là, se corrobore avec l'analyse ou alors l'environnement africain que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Cette défractation géopolitique sur le continent africain où l'influence occidentale est de plus en plus en dégénérescence. Nous voyons comment les révolutions s'opèrent en Afrique de l'Ouest avec la naissance, n'est-ce pas, du Liptako Gouma, et nous en parlerons là tout à l'heure. On voit comment dans certains États qui étaient considérés jusque-là comme la chasse gardée d'une puissance qu'on appelle la France, ces États sont déjà en train de s'en émanciper et de se comporter souverainement sur certaines problématiques qui étaient pourtant des problématiques sur lesquelles il fallait demander la permission avant de se lancer. Donc, lorsque vous mettez sur la table ce genre d'indicateurs, vous comprenez qu'aujourd'hui, c'est la recherche de la puissance sur le plan international qui est en train de se jouer et il faudrait que les Africains cherchent aussi leur part de puissance dans cette bataille, n'est-ce pas, qui oppose, n'est-ce pas, des leaders sur le plan international. Il n'est plus question que l'Afrique soit instrumentalisée, soit utilisée comme une entité instrumentale lorsque les éléphants se battent sur le plan international. L'enjeu fondamental aujourd'hui, c'est que l'Afrique travaille aussi pour être un éléphant sur le plan international. Et les autres puissances en sont conscientes, d'accord, de cette puissance africaine. Mais parfois, certains Africains continuent encore à se comporter comme si ils n'étaient plus conscients, ils n'étaient pas conscients, n'est-ce pas, de cette réalité, de cette puissance que représente le continent africain. Et parmi ces Africains, les présidents comme le président Kagame et bien d'autres présidents encore. Donc, il faut continuer dans cette dynamique de rapport de force. Il faut travailler pour que l'Afrique n'ait pas seulement des places au Conseil de sécurité, mais que l'Afrique ait des droits de veto dans le Conseil de sécurité. Si on veut rester dans le contexte de cette Afrique qui est restée balkanisée, des droits de veto. Si l'Afrique s'unit avant de demander cette problématique sur le plan international, l'Afrique aura donc besoin d'un droit de veto en tant que puissance unitaire du continent africain. Donc voilà un peu comment il faut lire les choses. C'est essentiellement un jeu qui s'inscrit sous le prisme des rapports de force et de la recherche de la puissance sur le plan international. Merci, Dr Sango. Alors, Yves Bouka, considérant le fait que certains estiment qu'il s'agirait en réalité d'une main tendue des États-Unis aux pays africains, n'est-ce pas, au-delà de tout, une perche que les pays africains pourraient récupérer justement pour essayer d'instaurer un changement ou porter la voix des Africains au sein de cette organisation qu'est aujourd'hui les Nations Unies? Bon, sincèrement, perche tendue, je peux considérer, comme je disais tout à l'heure,
de prime abord cela comme une avancée, parce que jusqu'à présent, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, on a des États non permanents, parmi lesquels il y a de temps en temps des États africains. Mais mon pays, le Gabon, il n'y a pas longtemps, il était effectivement parmi ces pays-là membre non permanent du Conseil de sécurité, d'accord, avant d'être remplacé par un autre pays africain. Donc, on pourrait voir ça comme ça. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le Conseil de sécurité, l'essence même du Conseil de sécurité, c'est le droit de veto. Donc, si ces pays n'ont pas de droit de veto, pour moi, ça ne constitue en aucune manière une avancée. Parce qu'en vérité, ils seront incapables de défendre leurs intérêts. D'accord ? La conséquence directe de cette proposition des États-Unis, ou du moins de cette posture des États-Unis qui, aujourd'hui, veut se présenter comme le porte-étendard des Africains au niveau des Nations Unies, fera quoi? Elle fera simplement qu'on va assister à une division encore beaucoup plus claire et beaucoup plus nette des États africains par rapport à leur positionnement géopolitique. D'accord? Les pays africains qui ont déjà compris qu'en fait, qui n'ont aucun intérêt effectivement à répondre positivement à cette invite des États-Unis, ils vont simplement l'ignorer. Par contre, les États africains qui ont à leur tête ce que nous on appelle dans notre jargon politique des France-Africains, d'accord, vont répondre naturellement, favorablement à cela. Et donc, on va avoir une division, une scission des pays africains qui va s'accentuer, d'accord. Maintenant, ce qui peut faire en sorte que cette scission ou cette division des États africains par rapport à cette situation, par rapport à cette nouvelle donne internationale, c'est simplement le fait que les peuples africains doivent prendre leurs responsabilités afin de faire en sorte qu'à la tête des différents États africains, il y ait des patriotes, des gens qui comprennent effectivement où se trouve l'intérêt de leur peuple. D'accord ? Aujourd'hui, naturellement, ces peuples ont bien compris qu'avec les États occidentaux, ils n'ont rien à gagner, n'ont rien à proposer. D'accord ? Donc, en prenant leurs responsabilités, naturellement, ces peuples-là vont pousser les États à se positionner de manière pertinente sur l'échiquier international par rapport effectivement à cette dynamique d'un monde multipolaire et qui est véritablement favorable à l'éclosion d'une Afrique souveraine et véritablement constituant un pôle de puissance. D'accord ? Donc moi, par rapport à cela, voilà comment je vois les choses. D'accord ? Et donc, concernant cette propension des États occidentaux, effectivement, à vouloir toujours garder les pays africains sous leur escarcelle, est en train, effectivement, de s'effilocher avec le temps. Les pays africains ont pleinement compris ce qui se passe et sont pleinement conscients des enjeux actuels. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Merci à vous Yves Bouka. Alors chez Elou Lawson, une opportunité pour les pays africains de faire valoir ce rapport de force qui aujourd'hui semble s'être inversé en demandant cette fois-ci des réformes concrètes avant toutefois de mettre pied au sein de ce Conseil de sécurité après la proposition des États-Unis. Est-ce envisageable lorsqu'on voit déjà des réactions comme celle du président Paul Kagame, par exemple, qui se dit très favorable à cette demande et ce soutien des États-Unis? Il me semble que la question est une question qui vient encore chercher, d'une certaine façon, la naïveté de certains pays, de certains chefs d'État africains. C'est ce qu'exprime tout simplement le président Kagame, qui ne sont pas vraiment dans une logique d'émergence de l'Afrique, mais plutôt dans une forme de conservation d'un pouvoir personnel pour pouvoir tirer toujours des avantages personnels. Il ne s'inscrit pas dans le temps long, dans le temps politique, dans un horizon de dépassement pour porter une vision de puissance, une vision de rupture, n'est-ce pas, par rapport au système néocolonialiste d'impérialisme et de domination. Nous sommes toujours un peu, c'est comme des esclaves qui sont toujours contents d'être dans les champs de canne à sucre de leur maître et en fonction de ce que
les maîtres leur donnent, ils se sentent par rapport privilégiés par rapport à d'autres esclaves. On est un peu dans cette configuration. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut peut-être sortir de cette façon d'infantiliser les Africains. En réalité, ce que font les Américains en voulant supporter 2 postes à l'ONU pour les pays africains, mais en même temps leur privant, n'est-ce pas, du droit de vote, à faire en sorte que rien ne change en réalité. C'est ce que nous appelons un peu la théorie des jeux à somme nulle, qui en fait est un outil analytique, mathématique ou économique, qui permet d'analyser l'interaction stratégique entre deux acteurs dans un jeu de théorie à somme nulle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que dans ce sorte de jeu, il faut comprendre que les gains ou la perte d'un joueur est toujours compensée par le gain, la perte d'un autre joueur. Donc, on en arrive finalement à avoir une somme nulle. Donc, les États-Unis font monter ou soutiennent 2 pays africains. Ces pays africains n'ont pas de droit de vote. Et donc, c'est les 5 puissances qui disposent encore du droit de vote. Donc, ça n'a rien changé à l'équation de façon assez mathématique. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que fondamentalement, l'ONU n'est pas une organisation où les choses se négocient, où le pouvoir se négocie. L'ONU a été enfantée, a été portée sur le fonds baptismaux au sortir d'une guerre, d'une violence, d'une conflictualité. Et comme le dit Karl Marx, le conflit est le moteur de l'histoire. Et un conflit amène au dépassement du conflit. Et donc, c'est les questions de rapport de force, c'est les questions de pouvoir et de violence. Et donc, de cette capacité à disposer d'une puissance. Donc, si les Africains pensent qu'ils vont rester dans leur position de dominer et penser, influencer, sans changer fondamentalement cette dynamique sur l'ordre mondial, ils se trompent de façon lamentable. Il faut comprendre que les pays qui disposent du droit de veto au niveau du Conseil de sécurité ont l'arme atomique. Cette arme atomique leur donne un pouvoir de dissuasion. C'est ce que les autres n'ont pas. Maintenant, il y a entre-temps d'autres pays qui commencent à avoir l'arme atomique, mais ils ont créé un cercle fermé pour contrôler à ce que ces autres pays n'arrivent pas à leur capacité en termes de puissance nucléaire. C'est de ça qu'il s'agit essentiellement. Et donc, si l'Afrique veut vraiment être sur une organisation mondiale pesée, il faut que l'Afrique prenne conscience de son unité, de ses richesses, de sa capacité à pouvoir devenir une puissance sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur le plan, n'est-ce pas, des échanges commerciaux, sur le plan de l'exploitation de ses ressources, de sa démographie. D'ailleurs, on vient d'annoncer que les Africains ont dépassé le seuil de 1,5 milliard. C'est tous ces facteurs de puissance qu'il faut conjuguer pour pouvoir s'imposer, justement, et le droit de veto viendrait naturellement. Mais quand on ne fait pas ce travail préalable, quand on ne prend pas conscience de notre puissance, on reste encore dans la logique colonialiste, dans les enclos coloniaux, on peut nous gratifier de temps en temps quelques bonbons, mais ça reste encore, ça ne change rien à la dynamique. Donc, de notre point de vue, l'Afrique doit se retrouver son unité, construire une puissance sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, à changer les dynamiques, aller vers une rupture épistémologique de façon à ce que cette Afrique puisse peser dans le nouveau contexte mondial. Et ce nouveau contexte mondial est très favorable aux Africains, puisque nous voyons ce déplacement des plaques tectoniques vers ce monde unipolaire, vers le monde multipolaire. Donc cette multipolarité permet aujourd'hui à l'Afrique de faire valoir sa puissance dans la diversification de ses partenariats avec la Russie, avec les BRICS et tout ça, pour construire ce nouvel ordre économique, sécuritaire, mondial, et qui puisse mettre le curseur aujourd'hui au cœur du continent africain. Donc de ce point de vue que nous pensons que l'Afrique peut faire valoir tout ça avec pondération sa puissance sur l'échiquier mondial. Le reste, c'est de la fabulation. Je terminerai, Madame Goudé, si vous me permettez,
que les États-Unis sont dans une très mauvaise posture en proposant ça aux Africains parce qu'il y a des prérequis. Ces prérequis, les États-Unis n'ont pas encore soldé, n'est-ce pas, le contentieux que l'Afrique a avec les Américains. Leur puissance aujourd'hui, c'est les millions d'Africains qui sont déportés et qui ont travaillé gratuitement à construire la richesse américaine. Et donc, les questions de réparation, les Américains ne l'ont jamais posé et voulaient même régler. C'est un contentieux qui existe aujourd'hui avec l'Afrique. Le deuxième élément, c'est que les États-Unis ont contribué à maintenir l'Afrique dans le sous-développement. Le cas du Congo n'est pas réglé depuis l'assassinat de Lumumba jusqu'à ce jour. Et également le cas, par exemple, de Sylvain Nunes Olympio, qui a été tué dans l'ambassade américaine. Ce sont des questions qui sont restées comme, je dirais, des écueils, justement, dans la conscience, dans l'imaginaire des Africains. Et enfin, aujourd'hui, sur la question de la sécurité dans le Sahel et tout ça, les États-Unis ont contribué à détruire la Libye. Les États-Unis ne multiplient que les bases militaires aujourd'hui, alors que l'Afrique appelle au développement. L'Afrique appelle, n'est-ce pas, à un changement de paradigme, à faire un transfert de technologie. Mais les États-Unis ne sont pas là. Ils chaussent encore, vraiment, je dirais, la bréviaire, n'est-ce pas, de cette forme de colonialisme à grandeur nature. D'accord. De ce point de vue, je pense que ces quiproquos doivent être réglés d'abord avec les Américains pour qu'au premier contact, ils ne viennent pas encore merci, M. Lawson. La guerre ou le désordre sur le continent africain. Merci à vous, Docteur Sango. Eh bien, on s'en souvient comme si c'était hier, au mois d'avril dernier, Moscou estimait qu'il fallait absolument corriger l'injustice historique envers l'Afrique. On parlait évidemment de la présence des pays africains au sein du Conseil de sécurité, puisqu'on le rappelle, la Russie a souvent milité effectivement pour une plus grande présence des pays africains au sein du Conseil de sécurité. Mais il n'y avait pas que cette présence au sein du Conseil de sécurité, il y avait aussi le devoir de mémoire et la reconnaissance des crimes sur le territoire africain. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire, Dr Sango, à travers cette annonce en grande pompe de soutien des États-Unis pour 2 sièges pour les pays africains au sein du Conseil de sécurité, qu'il s'agit là aussi d'un aveu d'échec des États-Unis? Oui, je pense que les États-Unis viennent une fois de plus de mettre le couteau dans la plaie au moment où ils devraient, n'est-ce pas, chercher à faire du pansement pour essayer, n'est-ce pas, de cicatriser cette plaie-là qui est de plus en plus incicatrisable. D'accord? Lorsqu'on fait le rapport, l'analyse du rapport des États-Unis avec le continent africain, le bilan est totalement noir, le bilan est totalement négatif, le bilan est totalement pathétique et tragique lorsqu'on sait que ce continent-là, ou alors cette puissance-là, ce pays-là, a été au centre du processus de l'esclavagisation du continent africain. Parce que si le continent africain en est à ce niveau aujourd'hui, c'est justement parce que sur le plan historique, on a extirpé à ce continent sa ressource humaine qui pouvait aussi construire le continent africain à l'époque où les autres continents se construisaient. On a plutôt, n'est-ce pas, déporté par force nos ancêtres pour aller construire d'autres continents et parfois en faisant des travaux forcés. Donc, ce passé esclavagiste reste aujourd'hui présent dans les rapports, n'est-ce pas, des États africains avec cette puissance-là, reste encore présent dans les consciences des Africains qui aujourd'hui deviennent de plus en plus éveillés. Donc moi je pense que cet acte que les États-Unis viennent de poser aujourd'hui, c'est un acte qui peut, pour ma part, être à la fois une opportunité et une menace pour nous, le continent africain. En quoi une opportunité? Pourquoi? Oui. Opportunité parce que le continent africain aujourd'hui peut utiliser cette volonté des Nations Unies de faire la réforme au niveau des Nations Unies pour que cette réforme-là ne se fasse pas comme, n'est-ce pas, le veulent les États-Unis, mais une réforme qui va au-delà, n'est-ce pas, de l'acquisition des sièges permanents au Conseil de sécurité pour en avoir ce que j'appelle des droits de veto pour le continent africain. Lorsqu'on voit aujourd'hui les rapports de force, la défragmentation des pôles de centralité sur le plan international, si l'Afrique
se met ensemble et pose une telle problématique de manière unanime et unitaire au niveau du Conseil des Nations, je pense que l'Afrique en sortira gagnante et pourra capitaliser sur son intérêt sur le plan international. Mais cette action peut davantage aussi être une menace, dans la condition où le continent africain refuse de se comporter comme je viens de l'indiquer dans la première hypothèse et s'y aventure de manière divisée et balkanisée où chaque président va vouloir, n'est-ce pas, prendre son positionnement au détriment de ce que nous appelons généralement l'intérêt général du continent africain, qui est celui de son unité et de la construction de sa puissance. Parce que, quelles que soient les analyses que nous pourrons faire ici aujourd'hui, on va toujours revenir sur l'enjeu de puissance. Et l'Afrique ne pourra jamais être puissante tant qu'elle reste divisée, tant qu'elle reste balkanisée. Aujourd'hui, le continent américain, les États-Unis, aujourd'hui, qui en sont, n'est-ce pas, à diriger les relations internationales et à dicter un certain nombre de comportements sur le plan international, l'avaient compris, n'est-ce pas, à l'époque. Parce que les États-Unis ont presque la même histoire, du moins sur le plan, n'est-ce pas, organisationnel et fonctionnaliste avec le continent africain. C'est un continent, c'est un pays qui a été aussi colonisé. C'est un pays qui a aussi été divisé parce que les États-Unis, il faut dire, c'est près de 54 États unis et réunis dans une même entité. Ces pays ont compris que leur enjeu et leur puissance à cette époque-là était de se mettre ensemble pour constituer une puissance à l'effet de dicter les relations géopolitiques sur le plan international. Les États-Unis le sont justement à cause de cela. Donc, on ne saurait aujourd'hui faire la différence avec le continent africain. Le continent africain n'a qu'à voir ce parcours de ce pater leadership qui est en train de parler aujourd'hui sur le plan international pour voir comment lui aussi il doit se comporter pour ne plus être une instrumentalisation, une instrumentalité, une entité instrumentale et réductionniste des puissances occidentale. Parce que c'est ça qui est en train de se jouer là aujourd'hui. On est conscient, n'est-ce pas, des indicateurs de puissance que représente l'Afrique aujourd'hui. Sur le plan démographique, l'Afrique est en train de caracoler la première position. C'est près de 1,5 milliard d'habitants sur le plan mondial. Sur le plan économique et voire même commercial, l'Afrique aujourd'hui représente près du tiers des ressources naturelles et des matières premières, n'est-ce pas, avec lesquelles ces puissances occidentales utilisent pour construire leur industrie nucléaire et même leur industrie d'armement. Donc, vous ne pouvez pas avoir des pareils atouts. Vous ne pouvez pas avoir des pareils privilèges de puissance et ne pas travailler dans le sens de la construction de puissance. C'est une hérésie totale. Lorsqu'on voit certains chefs d'État comme Kagame qui ne comprend pas ces indicateurs et ces enjeux-là. D'accord? Donc, moi, je suis de ceux qui pensent que cette action de Washington aujourd'hui, c'est un piège qui peut, n'est-ce pas, se transformer en opportunité. Parce qu'il faut savoir qu'en stratégie, on peut transformer une menace en opportunité, comme une opportunité peut se transformer en menace lorsque vous ne procédez pas de manière calculée, lorsque vous n'êtes pas, n'est-ce pas, méthodique dans votre façon de faire. Donc, moi, j'en appelle donc à la méthodologie du continent africain. Le continent africain doit procéder avec méthode pour que tout ce que les puissances peuvent faire sur le plan international dans le sens de l'intérêt du continent africain doit l'être véritablement. Ne doit pas se faire justement parce que les puissances occidentales veulent en faire une instrumentalisation et gagner, n'est-ce pas, quelque chose autre, mais doit se faire parce que le continent africain a voulu que ça se fasse et veut travailler dans le sens de construire son indice de puissance. L'indice de puissance, c'est quelque chose, n'est-ce pas, de fondamental dans les relations internationales comme dans les rapports géopolitiques contemporains. Lorsque vous ne l'avez pas, vous êtes un chiffon, vous êtes un torchon, n'est-ce pas, avec lequel les autres puissances essuient leurs fesses, entre guillemets. Donc, pour ne plus être ce torchon-là, pour ne plus être, n'est-ce pas, ici, cette impuissance, n'est-ce pas, de
de la superpuissance. Et malheureusement, il faudrait que le continent africain intègre la logique selon laquelle il est urgent qu'ils se mettent ensemble. Aucun État ne s'en sortira seul. Ce que Kagame vient de faire là, comme bien d'autres présidents peuvent en faire après lui, ne sont que des intérêts, n'est-ce pas, microscopiques qui vont disparaître le jour où lui va disparaître du pouvoir ou le jour où il va mourir, parce que personne n'est éternel. Ce qui reste éternel, c'est le continent africain, et il faudrait qu'on l'institutionnalise. Parce que l'institution, à la différence des personnes, c'est que des personnes les animent, des personnes passent, mais l'institution reste en tant que personne morale. Okay. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Parce que pour sortir de cette problématique, il faut savoir que l'enjeu, c'est également de travailler pour que, au niveau des Nations Unies, que les États africains aient la capacité et la capacité de faire ce que j'appelle la mise sur agenda, n'est-ce pas, des problématiques qui devront généralement faire l'ordre du jour des sommets de cette institution-là. Parce que vous savez que c'est également là l'enjeu. On a vu le Mali qui a déposé des plaintes dans cette institution, mais que jamais cette plainte-là n'a fait l'objet, n'est-ce pas, d'ouverture d'ordre du justement parce que le Mali, comme bien d'autres États africains, n'ont pas encore cette puissance-là d'imposer des problématiques, n'est-ce pas, devant faire l'ordre du jour lors des sommets internationaux. Donc, pour en arriver là, il faudrait qu'on ait conscience du fait qu'il n'y a que la puissance qui fait, n'est-ce pas, basculer les choses et qui impose aux autres, n'est-ce pas, le respect et l'amabilité de faire certaines choses, n'est-ce pas, conformément aux intérêts des uns et des autres. Voilà le type des Nations Unies dont nous avons besoin aujourd'hui. Une organisation où tous les États auront, n'est-ce pas, le même équilibre des puissances, le même équilibre, autant pour moi, n'est-ce pas, en termes de voix, mais aussi et surtout les mêmes droits en termes, n'est-ce pas, ainsi, des bénéfices, de certains avantages. Voilà un peu ce que je peux dire pour sortir de cette problématique. Ibrahim Yves Bouka, il y a de cela 2 semaines, les États-Unis envoyaient une délégation à Niamey, ceci dans le but de proposer des relations sur un nouveau modèle aux pays de l'AES, notamment au Niger. On se souvient aussi de cette déclaration de Washington, celle de vouloir aider le Mali dans les difficultés liées aux inondations que rencontre aujourd'hui le pays. Est-ce qu'on est là face à une offensive diplomatique des États-Unis? Premier volet de la question. Et deuxième volet, n'est-ce pas temps pour les États africains de saisir justement ce moment de drague, si on peut le dire ainsi, pour imposer d'une certaine manière aussi bien les avis de leur pays ou encore de leurs dirigeants que la ligne directrice à suivre désormais dans les relations entre les deux? Offensive diplomatique, peut-être, parce qu'effectivement, on voit bien que les États-Unis ne ménagent aucun effort actuellement pour s'attirer effectivement les bonnes grâces des États africains qui aujourd'hui ont décidé de tourner kazakh et de pouvoir donc se rapprocher des puissances qui sont des puissances rivales au bloc occidental. Donc, activité diplomatique, oui, je suis d'accord. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que les Américains savent, ils ont bien compris que ces pays, le Niger, ce qui est donc la coopération pour lutter contre le terrorisme, sont des pays qui sont en difficulté. Donc, ces pays, du point de vue des Américains, ils ont bien compris que le Niger ne peut pas cracher sur une offre ou une aide qui leur est proposée de la part des Américains pour les aider, même si on sait que dans le même temps, les États-Unis sont derrière, effectivement, l'instabilité qui, effectivement, gangrène cette région-là, et singulièrement le Niger. D'accord? Donc, c'est une particularité, effectivement, des grandes puissances, notamment de la puissance américaine, de faire le pompier pyromane. D'accord? C'est-à-dire, derrière, on met le feu, et puis derrière, on vient jouer le pompier pour essayer d'éteindre le feu qu'on a allumé soi-même. D'accord? Donc, c'est une constante dans la manière de faire des puissances occidentales, singulièrement les États-Unis.
Ça a toujours été comme ça depuis le temps que les Américains, effectivement, sont la première puissance mondiale. Maintenant, le deuxième pan de votre question, est-ce que ces pays africains peuvent se servir effectivement de cette perche tendue pour avoir, j'ai envie de dire, pour obtenir en fait des concessions ou bien des avantages qui pourraient leur permettre effectivement de tirer leur épingle du jeu? Oui et non. Bon, parce que là, il va falloir que ces pays-là puissent véritablement, pour pouvoir tirer leur épingle du jeu par rapport à ce qu'il aurait proposé par la puissance américaine, c'est d'abord d'avoir derrière, d'accord, j'ai envie de dire, un positionnement qui, en fait, met les Américains au mur, d'accord, en ce sens que ça va permettre, en fait, aux Américains de donner beaucoup plus que ce qu'ils proposent, d'accord. Ça, c'est absolument essentiel. Ces pays-là puissent véritablement utiliser cette main tendue des Américains dans le sens de leurs intérêts. C'est très important. Parce que non seulement ce sont les Américains qui viennent vers eux, mais le fait d'être positionnés de telle nature que les Américains sont en position dos au mur, ça fera que ces pays-là pourront avoir plus que ce que les Américains leur proposent. D'accord? Donc, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, il est clair que dans, j'ai envie de dire, les échanges au niveau diplomatique entre les différents pays, c'est clair que c'est toujours guidé par la notion des intérêts. Il n'y a pas véritablement une notion, j'ai envie de dire, ce n'est pas par pure philanthropie que les Américains viennent aider le Niger ou encore proposer leur aide à d'autres pays, effectivement, africains. Mais c'est toujours la notion d'intérêt qui est derrière. Donc, cette notion d'intérêt doit être également le leitmotiv qui guide l'action des pays vers lesquels ces Américains se projettent pour pouvoir leur proposer des aides ou alors proposer quelque chose qui va dans le sens de leurs intérêts. D'accord? Donc, moi, voilà ce que je peux dire pour répondre à cette question. Mais toujours est-il que aujourd'hui, avec le passif des États-Unis sur l'ensemble des pays africains, il est important que ces dirigeants, notamment ceux du Niger, qui a déjà dans une fédération dans le cadre de l'AES, d'accord, on va parler tout à l'heure de la fameuse charte du Tago-Gouma, il faut bien que le Niger comprenne que ce qui est important pour elle, c'est d'abord garantir ses intérêts dans le cadre de cette alliance stratégique qu'elle a conclue, qu'elle a tissée avec le Mali et le Burkina, d'accord. Et donc, si elle doit, j'ai envie de dire, échanger avec les États-Unis, ça ne doit pas se faire au détriment de cette alliance stratégique qui permet aujourd'hui au Niger de faire face à la menace terroriste qui, nous le savons, est implémentée par les puissances occidentales et singulièrement les Américains. Merci Ibrahim Yves Bouka chez Elou Lawson. À l'aune de ces tractations américaines vers les pays africains, étant aussi en droit de penser qu'il y a de l'eau dans le gaz avec Paris? Tout à fait, Paris est dans le coup. Parce que vous savez, à l'ONU, il n'y a rien qui passe au niveau, quand vous analysez un peu la méthodologie, la nomenclatura, n'est-ce pas, du fonctionnement de l'ONU, avant que ça arrive à la table de résolution, c'est des négociations et certains dossiers sont filtrés, sont soutenus par les porte-paroles ou les porte-plumes, puisque il faut rappeler que quand, en 1945, quand l'ONU est portée dans la douleur sur le fonds baptismaux, il n'y a aucun pays africain, à part l'Éthiopie, qui était des pays indépendants. Ils étaient sous la colonisation de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Espagne et aussi du Portugal. Donc les Africains n'étaient pas à la naissance de cette organisation, en tout cas en tant que pays indépendant. Et depuis, cette forme de colonialité est restée. Et jusqu'à ce jour, la dernière période, c'est le Mali qui a répudié, n'est-ce pas, ce pouvoir de porte-plume de la France, puisque la plupart des dossiers maliens sont bloqués systématiquement par la France. La preuve,
la plainte du Mali contre le terrorisme français n'est toujours pas débattue au niveau de l'ONU. Donc, on voit l'empressement, n'est-ce pas, de l'ONU à arriver à des résolutions comme celle de décider d'aller détruire la Libye, par exemple, et dont les conséquences, les Africains sont encore de subir jusqu'à présent. Alors donc, de mon point de vue, il faut comprendre cette logique-là, cette culture colonialiste qui est restée de domination de ces pouvoirs. Et donc, les pays africains, malgré que par la suite, avec leurs indépendances aujourd'hui, l'ONU compte à peu près 193 pays, ils sont restés au niveau de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale fait des débats, fait des résolutions, des discours, mais ça reste tout simplement comme de l'eau sous le dos du canard. Et donc, il ne produit en réalité rien de concret. Je voudrais aussi pousser un peu l'analyse un peu plus loin en me basant sur des faits historiques de l'ONU. L'ONU, les États-Unis, dans ce débat qui consiste justement à réformer l'ONU, on est arrivé à souhaiter qu'il y ait des secrétaires généraux aussi africains, puisque l'ONU étant contrôlée par les Occidentaux, c'est toujours les secrétaires d'État sont des secrétaires d'État qui ne proviennent jamais de l'Afrique. Donc, il y a eu le cas de Boutros-Ghali de 92 à 96. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué sous sa mandature? C'est là où l'Afrique a connu les pires moments. N'est-ce pas, le génocide du XXIe siècle, le génocide rwandais, s'est passé quand il était secrétaire général de l'ONU. La guerre de la Somalie, qui continue jusqu'à ce jour, c'est passé sous sa mandature. C'est pour dire réellement que même si on donne ces postes strapotés à l'Afrique, ça ne change pas fondamentalement la culture, ça ne change pas, n'est-ce pas, la forme dont les Européens gardent cet outil comme objet de domination. Le deuxième cas, qui a également été soutenu par les Américains, il faut le noter, où toute l'Afrique avait applaudi, c'est le Ghanéen, qui était secrétaire général de l'ONU, mais également sous sa mandature de Kofi Annan, l'Afrique a connu aussi des guerres les plus atroces, comme la guerre du Libéria, la guerre de la Sierra Leone, et toutes les réformes dont il a rêvé pour changer l'ONU, ça n'a pas eu d'effet. Donc, tout simplement, on a voulu se servir de ces secrétaires généraux pour dire que oui, l'Afrique est représentée au niveau du secrétariat, mais ce poste n'a pas amené fondamentalement à positionner l'Afrique, d'abord à faire les réformes qu'il fallait au niveau de l'ONU, mais aussi s'est retombé sur le continent en termes de positionnement de l'ONU pour résoudre des questions de pauvreté, d'exploitation, de domination, de violence, de guerre, et tout ça, non, ça n'a pas servi. Donc, de notre point de vue, il me semble qu'il faut toujours aller vers le renforcement des capacités de l'Afrique en termes de puissance pour pouvoir peser sur l'échiquier mondial. Et donc, ça suppose que les Africains doivent prendre conscience de leur unité, de leur puissance économique, démographique, et aussi de s'assurer qu'ils disposent de la science fondamentale pour sortir justement de la logique colonialiste, pour faire rêver une Afrique grande, une Afrique puissante. Et c'est comme ça que les autres se constituent en bloc. Les États-Unis, c'est plusieurs pays, plusieurs États qui se sont confédérés. Le Canada, la même chose. Donc, on ne comprend pas pourquoi les Africains pensent qu'en restant individuellement, ils peuvent aller de l'avant. Le Rwanda, c'est combien de kilomètres carrés? C'est le Rwanda qui veut, par exemple, être ce strapotin pour aller représenter une partie, n'est-ce pas, des pays africains qui sont sous la furie des Américains au niveau de l'ONU et qui n'ont même pas de droit de veto. Tous ceux qui voient que c'est une avancée se trompent sur toute la ligne. C'est tout simplement encore de la peau de Dieu, en tout cas de notre point de vue. Merci à vous, chez Elou Lawson. Docteur Sango, un mot de fin, n'est-ce pas, sur cette thématique avant que nous puissions aller au standard et puis aborder les deux dernières thématiques du commentaire sur l'actualité. Eh bien, docteur Sango, lorsque les États-Unis parlent de sièges permanents qui viennent répondre à cette insuffisance qu'apportent aujourd'hui les sièges élus des pays africains au sein du Conseil de sécurité, où est-ce qu'on met justement le porte-plume qui habituellement est représenté par la France?
Porte-plume, vous voulez parler de quoi? Les pays africains n'ont pas la possibilité de parler directement au Conseil de sécurité. Par exemple, la France a souvent été le porte-plume des pays africains, comme le Mali, qui avait décidé de dénoncer cette posture de la France. Le porte-plume est donc celui qui parle au nom, en tout cas, des pays africains au sein du Conseil de sécurité et au sein de l'ONU. Actuellement, on se rappelle du fait que c'est la France qui est le porte-plume de plusieurs pays africains, notamment d'Afrique francophone. Oui, absolument. Les États-Unis sont maintenant conscients du fait que la France a perdu l'Afrique. D'accord? La France a perdu l'Afrique et l'Afrique a décidé de prendre son destin en main. La preuve, on voit comment l'Afrique s'aventure désormais sur un certain nombre de problématiques sur le plan international, sans toutefois demander le consentement, n'est-ce pas, de la France, qui était cette puissance tutélaire historique il y a quelques années. Donc aujourd'hui, lorsque nous parlons de la défractation des pôles de centralité, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. On voit que les choses ne sont plus sur leur endroit initiaux. On voit que les pions sont en train de se déplacer sur le plan international, tels qu'ils avaient été fixés sur le plan historique lors du congrès de Berlin, qui avait, n'est-ce pas, ici, été pensé pour le partage et la répartition de l'Afrique comme étant un gâteau. Donc, cet enjeu-là fait donc aujourd'hui que Washington veut collaborer de manière directe avec les États africains. Washington comprend qu'aujourd'hui, la France n'est plus comprise en Afrique. La France ne pèse plus en Afrique. Et c'est pour cela que je dis qu'en réalité, cette action que Washington vient de poser sur le plan international est un indicateur qui montre que sur le plan, n'est-ce pas, du terrain, sur le plan concret et réaliste, les choses sont en train de bouger au niveau africain. Parce que l'Afrique n'entend plus rester docile comme elle était dans le passé. L'Afrique aujourd'hui est en train de prendre conscience de ces réalités-là et de se positionner différemment sur le plan international. Donc, la réponse à votre problématique est simple. Washington n'a pas demandé l'avis de la France parce que la France ne représente plus rien. D'accord, au niveau africain, la France a été chassée et cette façon de faire-là implique donc des conséquences qui voudraient que les puissances sur le plan international discutent dorénavant de manière directe avec les États africains s'ils veulent encore rester, n'est-ce pas, acceptés sur le plan africain. C'est ça l'enjeu. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les États africains recherchent la souveraineté de leurs États. Et il n'y a pas de souveraineté lorsque vous avez un médiateur sur le plan international. Étant donné que la souveraineté, sur le plan politologique, c'est le pouvoir suprême qui est au-dessus de tout pouvoir. À partir du moment où quelqu'un s'entrepose, n'est-ce pas, à ce pouvoir, vous êtes tout sauf un État souverain. Donc voilà la réponse qu'il faut apporter à cette problématique, à cette question fondamentale qui valait la peine d'être posée. Merci, Dr Songo. On va aller au standard tout de suite.